magazine, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est... Pardon? Il y a eu 7 numéros. Ah oui, à la Bibliothèque nationale, j'avais compté. On les a tous, et non, il n'y a pas eu beaucoup. Ça a duré 3-4 ans. Ça a duré 3-4 ans parce que c'était 7 ou 8, enfin, je n'ai pas noté, mais... Bon, il va y avoir le succès, c'est quand même un énorme succès, c'est comme l'âge d'or de l'édition de science-fiction en France. Il va y avoir de nombreuses collections. Les éditeurs généralistes, même s'ils n'y connaissent rien, ils voient que ça marche très fort, et donc ils vont créer de très nombreuses collections. Chacun va essayer de créer sa collection, qui va confier comme un spécialiste. Hein. Il va y avoir donc une explosion des collections. Bon, Gérard Klein, dont on a parlé tout à l'heure, vous avez entendu la voix quand il était jeune, et puis dont je parlerai tout à l'heure aussi plus tard, parce que c'est un homme important dans la science-fiction. On a dénombré plus de 40 collections. Dans les années 70, il a compté plus de 40 collections qui ont existé, dont je crois qu'il avait compté, pour 75, il y avait 37 collections. En 75, il y avait 37. Le nombre de titres est multiplié par 5. Voilà. Il y a aussi, donc, comme le genre se multiplie, se diversifie, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui est né il y a 10 ans ou il y a 20 ans. On se rend compte qu'il y a des ancêtres qui datent du 19e et du 20e siècle, et donc il va y avoir tout un courant éditorial qui va chercher à republier des vieux titres. Hein, et ça va permettre aux lecteurs, aux jeunes lecteurs, de connaître le corpus. C'est-à-dire, quand on étudie la littérature française, on peut lire facilement Molière, Corneille et Racine. À l'époque, au début des années 70, je veux dire, si vous voulez lire la science-fiction, vous écoutiez les grands ancêtres qui vous disaient « Ah, ce livre, il était drôlement bien, oui, mais vous ne pouvez pas le lire. » Et justement, les années 70, ça va être un moyen de mettre à disposition de tous l'ensemble du corpus. On arrive dans les années 80. Alors, les années 80, c'est quelque chose de paradoxal. La science-fiction va envahir d'autres domaines, notamment le cinéma avec Star Wars, l'énorme succès de Star Wars, la télé avec des revues des séries de plus en plus importantes, Code Quantum, X-Files dans les années 90, etc. Et malgré cet envahissement, cette diffusion de la science-fiction en dehors de l'édition, la science-fiction elle-même, la science-fiction littéraire, en France, va s'effondrer. Le marché va s'effondrer, il y avait trop de collections, etc. Peut-être qu'une partie du public ne va plus suivre pour des tas de raisons, parce que on dit, c'est pas toujours vrai, hein, la preuve, mais on dit que la science-fiction c'est lu par des jeunes urbains et que quand ils vieillissent, ils n'en lisent plus. Moi, j'avais pas mal de copains qui disaient de la science-fiction jeunes et qui ont arrêté. Et puis, il y avait aussi tout le côté politique. Il y avait un moment où certains textes devenaient plus des tracts politiques que des vrais textes. Et bon, peut-être qu'il y a aussi des gens qui se sont écartés. D'ailleurs, on va voir en 1987, le club d'identification va disparaître, la revue Fiction va disparaître en 1989, etc. Il va y avoir aussi une réaction de nouveaux écrivains qui vont plutôt axer leur recherche sur le style et l'écriture. C'est l'exemple du groupe Limite, dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Et des nouveaux genres se créent, comme le cyberpunk ou le steampunk. Dans les années 80, à partir des années 90 jusqu'en 2010, pardon, il y a encore une nouvelle génération qui arrive, alors des nouvelles revues, hein, Bifrost. Galaxy, c'est pas la même que Galaxy, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est une nouvelle revue, alors il y a un S. Bon. Lunatic, Black Mamba, ou Fiction, qui est pareil, cette fiction, c'est créé par un jeune éditeur qui est à Lyon, dont je parlerai tout à l'heure si j'ai le temps. Donc, nouvelle génération, donc nouvelle revue, renouveau des collections, auteurs plus diversifiés. Quand je dis plus diversifiés, ça veut dire que, avant, on publiait essentiellement des auteurs français et anglo-saxons. Là, on va voir arriver, il y avait aussi quelques Russes et Polonais, mais bon, pas beaucoup. Là, on va voir des auteurs italiens avec Evangelisti, ou allemands avec Andrea Esbach, ou espagnols avec Negret, je crois. Il y a aussi le retour à l'aventure et le space opéra. D'ailleurs, maintenant, il y a tout un courant qu'on appelle le nouveau space opéra. Et il y a aussi, c'est surtout à partir des années 2000, un essor foudroyant de la fantaisie.
La fantasy, maintenant, fait près de 80% des ventes. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le cycle pour la science-fiction proprement dite est respecté, parce que la science-fiction proprement dite, on est pour l'instant dans la portion congrue. Hein. Bon, il y a un petit coin de SF qui résiste. J'avais marqué parce que j'aimais bien cette série de Janice. Donc, maintenant je vais attaquer les grandes collections propres, enfin les collections proprement dites. Il y a des collections dont je ne parlerai pas, je m'en excuse à l'avance, mais voilà. Donc, je fais donc par ordre chronologique, donc je commence par les grandes collections historiques. Dans les années 50, bon, en 1950 paraît une première édition spécialisée science-fiction chez Stock, mais elle aura un seul numéro, donc on ne va pas la compter. Donc en 1951, paraît le Rayon Fantastique. Le Rayon Fantastique donc, date de 1951 et disparaît en 1964. Elle va publier 124 titres. Le Rayon Fantastique a pour caractéristique d'être une alliance entre deux éditeurs. Hein, Hachette, c'est Georges Cadet qui pilote, et Gallimard, c'est Stephen Spry qui pilote. Alors, le Rayon Fantastique, au départ, ne publie que des classiques, que des classiques de la science-fiction, essentiellement anglo-saxonne. Alors, c'est vrai que c'est pas difficile, parce qu'il n'y avait rien de traduit. Donc, c'est une collection qui est devenue mythique. Bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu, je cite quelques titres. Crystal Clisson de Theodore Sturgeon, Les Pusques humains du même, Guerre aux Invisibles d'Eric Frank Russell, Le Monde des Noix de Van Vogt, La Faune de l'espace ou La Poursuite des Cyanes du même, Isaac Asimov, Cahiers dans le ciel, Fondation, où là, ici, on a les Cavernes d'acier. Les Cavernes d'acier, c'est un mélange, c'est assez typique de la manière Asimov, c'est un mélange de romans policiers et de science-fiction. Ça se passe dans la Terre est recouverte de culture, parce qu'il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliards d'habitants qui sur Terre, et ils vivent sous terre dans des cités gigantesques. Et donc l'histoire, c'est il y a des terriens qui étaient partis jadis dans l'espace, et bon, il y a eu des guerres, et bon, maintenant on reprend le contact, et l'ambassadeur pas extraterrestre, mais d'Aurora, parce que c'était la planète dont il venait, est assassiné à son arrivée, et il est assassiné avant de rentrer dans la ville. Or, le commissaire qui va enquêter fait une expérience, il va la nuit, il sort la nuit, un jour où il n'y a pas de lune, enfin un jour et nuit où il n'y a pas de lune, et il s'évade. Parce que les humains n'ont jamais été dehors, donc ils ne supportent pas l'espace, ils sont agoraphobes. Et le problème, c'est que l'ambassadeur, il est entouré de robots. Les humains les terriens détestent les robots, mais les extraplanétaires les adorent. Mais les robots ne peuvent pas tuer un être humain. C'est les fameux oies d'Asimov. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le thème du livre. Donc, on voit, il y a tout un aspect policier, il y a tout un aspect psychologique, sociologique, etc. Et c'est bien. Bon, il publie aussi donc, beaucoup d'autres classiques. Hein, Les Enfants d'Icare d'Arthur C. Clarke, ou Rien qu'à sur Rome de Olaf Stapledon, etc. Bon, cette collection a publié aussi un énorme succès qui est complètement oublié de nos jours, qui s'appelle Le Choc des mondes, qui a eu énormément de succès. Je crois qu'il y a même eu une adaptation cinématographique qui s'est énormément vendue, puis qui est maintenant, ça ne devait pas être très bon. Et ils vont même publier aussi quelques auteurs français, comme Gérard Klein, c'est son premier roman, il a 18 ans, il écrit Le Gambit des étoiles, c'est ils vont le publier, ou Daniel Brodt sur Face de planète, ou même Francis Carcin, qui n'est plus si jeune que ça. Le problème, c'est qu'il y a une mésentente entre les éditeurs, et là, Hachette et Gallimard s'entendent pas vraiment au bout d'un certain temps, et donc la production va devenir erratique, et les auteurs publiés vont devenir de moins intéressants, et puis finalement ça va disparaître donc en 1964. Deuxième grande collection historique, c'est la collection Anticipation. Vous voyez, je vous ai fait, voilà, elle commence en 1951, elle meurt en 1997, l'éditeur c'est Fleuve Noir, et ils vont publier 2001 titres. Alors, vous voyez, il y a comme une caractéristique iconographique très spécifique. Vous voyez, en haut, c'est des livres des années 50, au milieu, c'est des livres des années 60, et en bas, c'est des livres des années 70. Bon, à chaque fois, et c'est quand même quelque chose qui est très très reconnaissable.
Alors, c'est une édition qui se veut représentative de la littérature populaire. Le directeur de cette collection, en 1980, s'appelait Patrick Siri et dit c'est une pour une littérature populaire largement ouverte et accessible à tous. Autre spécificité de cette collection, à l'exception de quelques livres au début et de toute une série allemande, c'est Peri Rodan, ce ne sont que des écrivains français. Et donc la collection Anticipation, ne serait-ce que pour ça, elle est fondamentale parce qu'elle va permettre à tous les écrivains français, quasiment tous, enfin, pas les jeunes de maintenant, mais, parce que ça s'est arrêté en 1945, mais quasiment tous les écrivains français, à un moment ou à un autre, ont écrit pour Anticipation. Ça leur permettait, comment dire, de faire leurs premières armes. Et puis, bon, si c'était pas super réussi, c'était pas grave, ils pouvaient en écrire un autre. Hein. Et c'est comme ça qu'ils apprenaient le métier. Donc, ça va permettre, donc, bon, voilà. Alors, il y a des conditions de publication particulières. Pour qu'un nouvel auteur soit publié, il faut qu'il ait deux récits acceptés par l'éditeur. Pourquoi? Parce que c'est un éditeur qui publie énormément. Et donc, il a besoin d'avoir des auteurs productifs. Donc, il veut savoir si les gens qu'il va publier sont capables de fournir. Donc, si vous écrivez 2 romans, que les 2 romans soient acceptés, alors, on vous en donne un 3e, mais on peut publier le premier. Il y a une politique éditoriale très stricte. Hein. Il y a un nombre de signes limité. Pour ça que généralement, ça fait toujours, si vous les prenez, c'est toujours entre 187 et 190 pages. Hein. Il y a une thématique spécifique. On vise donc un certain lectorat, etc., etc. Il y a le nombre d'auteurs aussi a beaucoup varié. Dans les années 70, le nombre de publications par mois double. Entre 50 et 70, c'était en gros 2 volumes par mois. En 70, on va passer de 2 à 4, puis ensuite de 4 à 7, puisque ça marchait bien en 70. Donc il va y avoir un recrutement de nombreux auteurs. Et on peut parler presque d'écurie d'auteurs, surtout au début. Jusque dans les années 70, c'est un groupe plus ou moins homogène, scientiste, assez à droite. Et le problème, c'est que cette réputation d'auteur de droite va durer, même quand tout aura changé, que les auteurs seront plus spécialement de droite. Mais pendant très longtemps, l'image du marque d'Anticipation, c'est que c'est une collection réactionnaire. Ce qui est faux, mais bon. Autre caractéristique importante, pas de réédition. C'est-à-dire que tous les ouvrages qui sont publiés par cet éditeur, on publie à 30 000 exemplaires, et puis après, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et puis voilà. Ce qui veut dire que certains titres des années 50 ou 60 atteignent des prix assez délirants chez les marchands d'occasion, parce que c'est pas réédité. Ça va changer dans les années 80-90. Hein. Ils ne vont pas rééditer, parce que bon, ils vont pas dessus, mais ils vont créer des collections spéciales pour avoir une façon de rééditer. Donc il va y avoir quand même plusieurs grandes phases dans cette collection. Alors première grande phase, donc c'est les années de 51 en gros à 67. Oui, c'est de ça. Les couvertures sont de Brantôme. Toutes les couvertures sont faites par le même illustrateur. Alors là, on voit Nour, qui est un grand classique de la science-fiction française, par Stéphane Buch, qui est assez connu parce que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans les années 80, on voulait enseigner la science-fiction au lycée, donc on enseignait, les profs parlaient de deux livres, Chronique martienne de Ray Bradbury et New York de Stéphane Buch. C'est toujours vrai. Ah ben ça, je ne savais pas. Tout le monde est bon. Alors voilà, c'est toujours vrai. Donc voilà, donc ça c'est la première édition. En collection jeunesse. Ah oui, c'est pas seulement jeunesse, mais c'est vrai que. Non, mais ça va ensemble. D'accord. Enfin, donc vous voyez là, donc ça c'est l'édition, enfin l'illustration de Brantôme. Donc ça commence avec Les Conquérants de l'Univers de Richard Bessières. Richard Bessières, en fait, c'est l'association de deux personnes qui sont les directeurs de la collection, qui font le lien avec l'Anticipation scientifique d'avant-guerre. Et il y a un groupe d'auteurs qui sont relativement peu nombreux. Hein. Il y a Richard Bessières, Jimmy Dieu, Gaston Vandel et Vargo Straten. À eux quatre, ils vont publier 65 des 77 titres publiés entre 51 et 57. Donc je veux dire, ils sont très prolifiques. Et je veux dire, c'est eux un peu qui vont donner cette coloration un peu droitière de la collection. Bon alors, on peut critiquer, on va dire que le style est daté, que la thématique est idéale. Il y a beaucoup, par exemple, d'histoires d'OVNI.
Alors, c'est le spécialiste Jimmy Gueux qui racontait ces histoires. Il y a des histoires d'extraterrestres. Et toujours dans ces livres, il y avait une petite note. En bas, on regardait la petite note, il y a marqué véridique en majuscule, point d'exclamation. Puis petit à petit vont se rajouter d'autres écrivains, Maurice Ribin, Peter Randa, Bruce, dont on a parlé tout à l'heure. Et petit à petit, la prédominance va se porter sur le space opéra. Quelques auteurs étrangers, mais c'est pour des écrits mineurs, hein, Clark, Asimov ou Lenstar. Donc, les auteurs importants de cette époque, donc, qui sont restés, c'est Stéphane Bull, Kurt Steiner et Gilles Dargir, qui est le pseudonyme de Gérard Klein, et Francis Carsac. Oui, parce que j'ai oublié de dire aussi que la collection tenait à avoir l'exclusivité. C'est-à-dire, si un auteur publiait dans cette collection, il ne pouvait pas publier ailleurs. Donc, du coup, les éditeurs qui voulaient aussi publier ailleurs, pour raison de prestige ou autre, c'est-à-dire, ils prenaient un pseudonyme. Par exemple, Gérard Klein, il a écrit 5 romans dans la collection de 6 Passions, sous le pseudonyme de Gilles Dargir, qui était le nom de son héros, d'ailleurs. Bon, et alors Stéphane Bull, c'est pas son vrai nom non plus. Enfin, il a gardé celui-là. Mais voilà. Ensuite, on passe donc dans les années 67-79, il y a une autre phase. Alors voilà, collection. Alors ça, c'est le type de couverture la plus connue. Hein, c'est blanc et bleu, avec des différents illustrateurs. Ici, on a Pierre Barbet. Donc là, je vous ai dit qu'il y a une multiplication des auteurs. Hein. Donc en 1974, on publie 7 titres par mois, ce qui fait quand même énorme, parce que si vous multipliez par 12, ça fait quand même beaucoup de titres. Et on va voir arriver donc plusieurs des jeunes auteurs donc, qui publient ailleurs donc, sous pseudonyme. Donc Andrevon, qui est écrit sous le pseudonyme d'Alphonse Bruch, Pierre Pelot, sous le pseudonyme de Pierre Sural, Julia Verlanger, sous le pseudonyme de Gilles Thomas, etc. etc. Et puis d'autres qui vont devenir les pieds de la collection. Hein. J.J. Arnaud, J.Édé Lemay, Louis Thirion, Jean Defaste, etc. Et petit à petit, Anticipation va se mettre au goût du jour, si on veut. Bon, on est dans une période, effectivement, dans les années 70, donc on dit politisation, etc. Bon, il va y avoir, au milieu du space opéra majoritaire, des préoccupations plus urbaines, plus politiques, surtout vers la fin avec des auteurs comme Joël Houssin ou Jean Mazarin. Excusez-moi, oui. Aucune femme parmi les auteurs, aucune. Si, Julia Verlanger, par exemple, et Gilles Thomas. Mais il n'y avait pas énormément de femmes qui en écrivaient à l'époque. Maintenant, ça a changé. Elle prenait peut-être un pseudo aussi. Oui, Gilles Thomas, par exemple. Gilles Thomas, c'est Julia Verlanger, c'est son vrai nom. Et donc, j'écrivais sous le pseudonyme de Gilles Thomas. Et Gilles, c'est Gilles, G-I-2-L-E-S. Enfin, comme Gilles, quoi. Gilles Thomas, ouais. Dans les années de 79 à 88, donc les couvertures sont un peu plus travaillées. Non, c'est pas là. Bon, c'était ce que je vous avais montré tout à l'heure. Vous voyez, c'est le truc du bas. Hein. Donc on a un peu changé. Alors là, par contre, je veux dire, les règles s'assouplissent. C'est-à-dire qu'on va avoir des écrivains qui ont déjà publié ailleurs qui vont venir. Hein. Par exemple, Serge Brussolo. Serge Brussolo avait déjà écrit dans Présence du futur. Daniel Walter aussi avait déjà écrit dans Présence du futur. Donc ça va beaucoup s'assouplir. Et bon, là, ça va sortir un peu de son ghetto. Donc on va voir Michel Jury, Daniel Walter, Serge Brussolo, Joël Wintrebert, etc. Et on va voir de nouveau, ils vont découvrir de nouveau, par exemple, Roland Wagner, qui malheureusement est mort au mois d'août, Alain Paris ou Michel Pagel. Les thèmes vont encore se diversifier et on va voir apparaître la fantaisie. Dans les années, au début, en 1967, ils vont publier quelques séries, notamment Perry-Rodan. Perry-Rodan, c'est une série allemande qui commence dans les années 50. Il y a 2 noms d'auteurs dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, voilà, merci. Voilà, Sherry Dalton, en fait, ce sont pas eux qui l'ont écrit, c'est des pseudonymes, et il y a une vingtaine d'auteurs qui écrivent. Et Perry-Rodan, ça commence dans les années 50 en Allemagne, et ça continue. Et donc, Anticipation a commencé à publier, mais on a 15 ans de retard sur les Allemands, hein, à peu près. Et aussi, il va y avoir le grand truc, c'est de J.J. Arnaud, La Compagnie des Glaces. C'est toute une série qui est je trouve très bien. Il a écrit 60 volumes, quand même. 60 volumes,
Et alors, ces volumes, alors c'est là où comment ça s'appelle, l'Anticipation va faire une entorse à sa règle. Au début, c'est des volumes qui ont des noms chacun les mêmes. Et devant le succès, ils vont rééditer ces volumes sous une couverture spécifique. C'est-à-dire qu'il y aura marqué La Compagnie des Glaces, et voilà. Ça fait une série, oui. Je dis, hein, 60. Et en plus, après, Arnaud a publié d'autres romans qui se passent dans cet univers. Hein. On arrive à la fin, si je puis dire, dans les années 80, de 88 à 97. On va encore changer de couverture. La collection marche de moins en moins bien. Hein. Alors, il faut dire que ces collections marchaient très très bien. Je me rappelle, j'avais suivi un stage une fois et il y avait un libraire Non, c'est une étude que j'avais eue dans les années 80 qui disait qu'il y avait un Français sur deux qui avait lu au moins une fois dans sa vie de la science-fiction. J'étais quand même surpris parce que... Et en fait, si, c'était la collection Anticipation, parce que c'était une collection qu'on trouvait dans tous les kiosques de gare. Et bon, toujours un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui a pris, ça se lit facilement, etc. Donc ça a eu énormément de succès. La fin des années 80, début des années 90, ça marche moins bien, donc ils essaient de trouver des trucs. Hein. Alors on voit la trilogie de Thomas. Alors bon, ça, d'habitude je montre les livres, mais je ne les ai pas ici. En fait, ça s'ouvre. Vous voyez, vous avez un petit triangle, vous ouvrez, en fait, le triangle il est creux et on a la couverture derrière. Et puis après, bon, ils ont commencé à faire des sous-collections. Alors, vous voyez, au début, c'est Anticipation, puis après, on a fait Métal. Attendez, parce que je n'arrive pas à lire de là. Donc, je ne sais plus. Enfin, il y avait cinq trucs différents, 5 sous-collections. Hein. Métal. Espace, oui, Space, oui, non, ça fait mieux de dire Space que Espace. Donc, etc. Et ça se termine, donc la collection se termine avec un clin d'œil. Donc c'est le dernier numéro, c'est Roland Wagner, là, l'Odyssée de l'espèce. Et l'Odyssée de l'espèce, bon, ça fait partie d'une série, c'est Le Nouveau Mystère de Paris, qui est très bien. Et celui-là, à mon avis, c'est meilleur, mais bon, j'ai dit, il y a un clin d'œil parce que c'est le numéro 2001. C'est le dernier numéro, c'est le numéro 2001, ils ont publié des numéros avant, donc 2001, l'Odyssée de l'espèce.